1 heure du matin. À la veille de Pâques, Moscou est enveloppé d'une lueur vacillante de bougies, tandis que les chants liturgiques résonnent sous les voûtes des églises. Dans la majestueuse cathédrale du Christ Sauveur, le président d'une nation de 140 millions d'habitants se tient en prière, incarnant l'image d'une Russie paisible, sacrée et supposément inviolable. Mais la guerre, elle, ne se soucie ni du sacré ni des symboles. À environ 11 km au sud-ouest de la cathédrale, un camion de livraison blanc, décoré de tulipes, est stationné moteur allumé sur le bas-côté. Le conducteur, dans l'air glacial de la nuit, tire lentement sur sa cigarette avant de relever le capot rouge en plastique de sa tablette. Un compte à rebours écarlate apparaît, 8 minutes et 40 secondes. Sous ce décompte implacable, un système de radar satellitaire verrouille une cible précise. L'aéroport de Vnukovo, point névralgique fréquenté par les élites politiques et militaires. Sur le tarmac sécurisé du terminal VIP, un imposant avion de transport Il-76 repose dans l'obscurité. À l'intérieur de sa soute, 3 missiles hypersoniques KH-47M2 Kinzhal sont arrimés, chacun pesant près de 4300 kg, des armes stratégiques redoutables, silencieuses dans l'attente. Pendant que la nation sommeille, inconsciente, un enchaînement d'événements irréversibles est déjà en marche. Toute illusion repose sur une diversion. Cette nuit-là, elle se joue au nord de Moscou. À exactement 2 heures, un autre camion de livraison, arborant le logo d'une pâtisserie Pascal, ouvre discrètement ses portes. 12 petits drones de type FPV en émergent et s'élèvent dans le ciel nocturne. Leur trajectoire ne vise pas directement Vnukovo, mais un autre objectif, détourner l'attention du système de défense aérienne vers l'aéroport civil de Sheremetyevo. Lorsque les radars du système Pantsir S1M détectent ces signatures à basse altitude, l'analyse automatisée les identifie immédiatement comme une menace classique. La réaction est instantanée, presque réflexe. Dans le poste de contrôle exigu, saturé de tension, l'opérateur déclenche le système d'interception. Les lanceurs s'animent dans un grondement métallique. Une salve de missiles 57-6 est projetée dans le ciel, atteignant des vitesses supersoniques. À l'approche de leur cible, leur détonateur de proximité s'active, fragmentant chaque projectile en une nuée de particules métalliques à haute vélocité. En quelques instants, les drones sont pulvérisés, réduits à des débris incandescents retombant sur le sol gelé. Dans le centre de commandement, la disparition simultanée des écho-radars peut donner l'illusion d'un succès total. Pourtant, cette victoire apparente masque une réalité plus complexe. Des intercepteurs coûteux ont été utilisés pour neutraliser des engins rudimentaires et peu onéreux. Mais au-delà de l'aspect matériel, l'enjeu véritable réside ailleurs. Car cette opération ne visait pas seulement à tester les défenses. Elle cherchait à les saturer, à capter leur attention, à exploiter leur logique de réaction. Un système de défense intégré fonctionne comme un organisme coordonné. En perturbant une de ces zones, c'est l'ensemble de sa capacité de réponse qui peut être influencé. Ainsi, derrière la destruction de ces drones se dessine une manœuvre plus large, où la perception, le timing et la gestion de l'attention deviennent des éléments aussi décisifs que la puissance de feu elle-même. Le vaste réseau de radars à antennes actives du système S-4 déployé à Dubna, ainsi que l'avion de veille aérienne A-50 évoluant dans le ciel, réorientèrent instantanément leurs faisceaux électromagnétiques, concentrant près de 80% de leur capacité de traitement vers le nord, en direction de Sheremetyevo, afin d'évaluer une menace jugée prioritaire. C'est précisément dans ce mécanisme de cause à effet que réside l'origine du déséquilibre fatal. Tandis que les principaux capteurs stratégiques du Kremlin focalisaient leur attention sur ce corridor septentrional, l'axe sud-ouest menant à Vnukovo sombrait soudainement dans une zone d'ombre, n'étant plus couvert que par des systèmes isolés de basse altitude. C'est alors, à cet instant critique où l'attention stratégique se trouvait détournée à des dizaines de kilomètres, qu'un camion de livraison, en apparence anodin, ouvrit discrètement ses portes. De cette banalité trompeuse émergèrent les véritables vecteurs de l'opération. Des drones FPV lourdement modifiés, déployés avec une précision chirurgicale. Glissant à faible altitude au-dessus d'un paysage figé par le gel, ils progressaient silencieusement en direction du tarmac VIP de Vnukovo, exploitant au maximum les failles du dispositif défensif. Un tel scénario pourrait sembler invraisemblable, digne d'une fiction hollywoodienne, notamment par l'idée audacieuse de dissimuler des moyens stratégiques à proximité immédiate d'un terminal civil de prestige. Pourtant, la réalité des conflits contemporains ne se conforme pas aux règles de la fiction. Elle s'inscrit plutôt dans une logique où se mêlent arrogance stratégique et contraintes extrêmes, propres aux rivalités géopolitiques du XXIe siècle. Face à la surveillance constante exercée par les réseaux satellitaires occidentaux, capables d'observer les moindres détails des bases aériennes majeures comme Engels, le commandement logistique russe s'est vu contraint d'adopter des solutions non conventionnelles, voire risquées. L'utilisation de Vnukovo, symbole du pouvoir et de l'élite, comme couverture opérationnelle relevait d'un pari calculé, celui que l'adversaire n'oserait pas frapper un site à forte valeur civile et politique. Cette stratégie reposait sur une logique implicite de dissuasion psychologique,
comparable à celle consistant à dissimuler des biens illicites au cœur même des structures les plus protégées, en misant sur l'inviolabilité supposée de ces espaces. Cependant, cette approche comporte une faille fondamentale. Plus un système se perçoit comme invulnérable, plus il attire les tentatives d'intrusion sophistiquées. Ainsi, une simple nuée de drones à faible coût, évoluant à couvert sous la canopée hivernale, est en mesure de mettre en échec des dispositifs défensifs valant plusieurs millions, voire milliards de dollars. La question de l'acquisition des données de navigation nécessaires à une telle opération soulève également des interrogations. Officiellement, aucune fuite d'informations sensibles n'est reconnue. Pourtant, dans le contexte des alliances militaires contemporaines, il n'est pas rare que des données critiques circulent de manière indirecte, sans traçabilité apparente. L'absence de signature, de preuves tangibles ou de responsabilité clairement établies constitue désormais une caractéristique intrinsèque des opérations de renseignement modernes. À 6 heures du matin, le système de guerre électronique Krasuka 4 entra en fonction, transformant un rayon de près de 300 km en une zone de saturation électromagnétique. Les signaux GPS furent neutralisés, les communications radio étouffées, et les liaisons de contrôle conventionnelles rendues inopérantes. Ce dispositif, souvent présenté comme un bouclier invisible, avait déjà démontré son efficacité contre de nombreux drones ennemis. Néanmoins, les concepteurs de l'opération avaient anticipé cette activation. Les drones engagés ne dépendaient pas des signaux GPS, mais reposaient sur des systèmes de navigation inertielle couplés à des technologies avancées de reconnaissance du terrain. Cette autonomie technologique, renforcée par des algorithmes d'intelligence artificielle, leur permettait d'évoluer sans émettre le moindre signal détectable, rendant toute tentative de brouillage inefficace. Cette évolution technologique marque un tournant majeur dans les doctrines militaires contemporaines. Des systèmes capables d'opérer sans dépendance aux communications externes remettent en question l'efficacité des infrastructures de guerre électronique traditionnelles. Cette réalité stratégique dépasse largement le théâtre européen et influence déjà les réflexions militaires en Asie, notamment dans le contexte des scénarios impliquant le détroit de Taïwan. À 8 heures, tandis que le radar de surveillance 96 L6 ceux du système Pantsir S1M balayait intensivement le ciel septentrional, focalisé sur des cibles de diversion, les drones poursuivaient leur progression à très basse altitude, exploitant les zones mortes du réseau radar. Leur trajectoire, parfaitement calculée, leur permettait de contourner les défenses comme un fluide s'infiltrant dans une fissure imperceptible. Cependant, même les plans les plus élaborés restent soumis à l'imprévisibilité du réel. À 11 heures, alors que la cible n'était plus qu'à quelques kilomètres, un événement imprévu survint. Un véhicule de patrouille du FSB, absent de tous les rapports de renseignement, pénétra directement dans le corridor de vol des drones. Les phares du véhicule, balayant la zone, représentaient un khatalon critique. Si l'un des drones venait à être repéré et enregistré par une caméra embarquée, les conséquences seraient immédiates et potentiellement fatales pour les réseaux clandestins impliqués. Ainsi, à la précision technologique et à la planification stratégique se superpose toujours une dimension d'incertitude, rappelant que, même dans un environnement dominé par les machines et les algorithmes, le facteur humain et les variables imprévues conservent un rôle déterminant.